Bonsoir à tous. Pas cher, extrêmement nutritif. L'œuf dans tous ses états, en coquille ou en tube. L'œuf est au menu d'À bon entendeur ce soir. Des poules en batterie, l'Europe le pratique encore. Heureusement, c'est plus le cas en Suisse. La poule bio est la plus privilégiée. Le démarchage téléphonique de l'opérateur TalkTalk a révolté l'une de nos téléspectatrices. Le directeur de TalkTalk, Karl Steinke, est sur notre plateau ce soir. Qu'est-ce qui est ovale, qui monte et qui descend? Un œuf dans un ascenseur, ce qui n'est pas absurde quand on sait que 700 millions d'œufs en coquille sont vendus chaque année. Je précise en coquille parce que vous verrez, l'œuf en brique ou en bouteille, ça existe aussi et même à grande échelle. En détournant un proverbe, on pourrait dire « qui mange un œuf mange un bœuf », tellement l'œuf est intéressant sur le plan nutritif. Johanna Commange et Véronique Amstutz nous prouvent une fois de plus qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. My name is John Duff. Et ce petit dur est une bombe nutritionnelle à coût modique. Avec lui, en cuisine, c'est un jeu d'enfant pour bien se nourrir. Son jaune est un cocktail de vitamines. De la A pour une belle peau, de la E, un antioxydant majeur et beaucoup de B. En vrac, B2, B5, B9 et B12 qui contribuent à la croissance et à la réparation des tissus, à l'entretien des cellules nerveuses et au bon fonctionnement du système immunitaire. Son blanc n'est pas en reste. La précieuse albumine est une source de protéines à haute valeur biologique, une alternative tout-terrain à la viande. Bon, pas cher, que des qualités l'œuf? Et son cholestérol, alors? Eh bien, une étude américaine de chercheurs de l'université de Harvard l'a tout à fait réhabilité en démontrant que manger un œuf par jour n'augmentait pas le risque de maladies cardiovasculaires. Un œuf à la coque de 60 grammes, c'est 90 calories à haute valeur nutritive. Les petits Suisses et les grands en consomment en moyenne 186 par an, des œufs en coquille plébiscités par le consommateur, avec une écrasante préférence pour l'œuf du poulailler national. Cette année, les poules suisses auraient pondu un peu moins, dû au froid. À Pâques, l'un des pics de consommation, les œufs pourraient venir à manquer. Bon, à voir. En attendant, les œufs se pondent dans des conditions extrêmement différentes. Entre la batterie et la véranda, il y a un contraste saisissant. Des cages alignées sur plusieurs niveaux, des poules pondeuses entassées, un espace vital de quelques 10 cm pour chacune, c'est la réalité qui se cache derrière l'appellation élevage en batterie. Le modèle de détention de 78% des poules pondeuses en Europe. Depuis le début de l'année, les États membres doivent proposer une alternative à leurs pondeuses. Dans les faits, quelques centimètres de plus, comme vous pouvez peut-être le constater sur ces images tournées par une association française de défense des animaux. Des images que vous ne verrez pas en Suisse. Pour moi, c'est quelque chose qui ne m'inspire pas du tout. Quelque chose que je ne connais pas parce que ça fait plusieurs années que je travaille dans ce domaine, mais on n'a pas ça en Suisse. On ne le connaît plus depuis 20 ans. Ça fait presque mal au cœur de voir ces animaux enfermés. Et si les cages ont disparu du paysage suisse, c'est par la volonté du peuple appelé en 91 à se prononcer sur leur interdiction. On a beaucoup plus d'espace en Suisse et puis surtout, on a des systèmes alternatifs qui reprennent au mieux le besoin naturel de la poule. Elle a besoin de bouger, elle a besoin de marcher, elle a besoin de gratter, de chercher la nourriture. Et là, en principe, on leur donne tout à l'intérieur d'une cellule et elles ne voient pas la lumière du jour, elles ne doivent rien faire que produire. La Suisse a-t-elle vraiment plus d'égards pour ces travailleuses? En tout cas, dans le canton de Vaud, à Pampigny, dans un élevage de poules dites au sol, le modèle de base en Suisse, le maître des lieux s'annonce toujours avant d'entrer.
exploitation typiquement suisse, combien de poules? 6000 poules. 6000 poules, d'accord. En Suisse, on a des tailles d'exploitation encore humaines, des tailles d'exploitation familiale. On a aussi des effectifs qui peuvent aller jusqu'à 18 000, mais la moyenne est autour des 10 000 poules pondeuses, 8 à 10 000 poules pondeuses par exploitation. En Europe, 80% des poules pondeuses est détenue dans des élevages de plus de 50 000 et même jusqu'à 200 000 poules pondeuses dans un seul poulailler. Pas de cage, des exploitations beaucoup plus petites, les différences de normes entre poulaillers suisses et européens ne s'arrêtent pas là. Tout à fait, les poules sont sur des perchoirs, sur des caillebotis plomb plat pour mon exploitation. Elles sont en liberté totale, elles ne sont pas enfermées. Je travaille avec un maximum de lumière du jour pour le bien-être de l'animal. Un bien-être qui passe aussi par le gosier. Ici, la nourriture est servie sur un plateau et c'est libre service plusieurs fois par jour. Les tonnes d'aliments viennent de là. Là, vous avez les silos. Donc, l'aliment est livré directement en vrac dans ces silos pour être affouragé. Et vous avez ici un échantillon du même aliment qui se trouve dans les silos. C'est quoi la recette finalement magique de ces aliments pour les poules pondeuses? Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais il n'y a pas une recette magique. Finalement, l'alimentation des poules est assez simple. L'aliment est à base essentiellement de céréales. On voit un petit peu le maïs. C'est surtout le maïs pour la pigmentation, pour avoir des œufs de coloration, le jaune convenance, et éventuellement d'autres céréales. Et puis ensuite des protéines sur base de tournesol, soja. Et puis il faut beaucoup de minéraux pour la coquille, donc beaucoup de calcium et des vitamines. Pas d'additifs pour les poules? Alors ça dépend ce que vous appelez additif. On peut avoir comme additif du paprika par exemple, pour la coloration. C'est un petit peu comme avec les crayons de couleur, on peut mélanger le jaune du maïs et le rouge du paprika, et puis à mesure faire du jaune ou plus ou moins orange. En Suisse, les consommateurs aiment les œufs plutôt colorés orange, donc on rajoute un petit peu de paprika. Donc pas d'additifs de synthèse, que du 100% naturel? Alors que du 100% naturel, oui. À ABE, nous avons effectué des tests sur majoritairement des œufs suisses, mais aussi des œufs étrangers. Nous n'avons pas retrouvé de pesticides. Comment vous expliquez qu'on ne retrouve pas de pesticides dans les œufs alors que la matière première utilisée, c'est du végétal et que certains champs sont traités? Alors je suis heureux que vous n'ayez rien trouvé, parce que ça correspond à nos expériences dans les aliments. Donc on fait des analyses et on ne trouve pas de pesticides. Tout va, c'est toujours en dessous des seuils de détection. Donc vous fournissez chez des agriculteurs qui traitent le moins possible? Alors premièrement, nous fournissons prioritairement chez les agriculteurs suisses. On sait qu'en Suisse, les traitements sont relativement modérés. Il y a beaucoup de production intégrée, donc avec peu de produits. Et ça nous montre que les seuils, finalement, dans les produits finis sont très très faibles ou pratiquement pas inexistants. Et à l'étranger, il faut contrôler un petit peu plus, se connaître ses fournisseurs. Et on arrive, pour les parts importées, au même résultat. La différence entre la nourriture pour les poules bio et les poules conventionnelles? Alors à la base, les ingrédients sont les mêmes. Simplement, ce sont des produits qui ont le label bio pour eux-mêmes. Les matières premières sont bio, mais ce sont les mêmes types de matières premières. Une fois que les poules sont bien nourries, direction les nids. C'est là, à l'abri des regards indiscrets, qu'elles vont pondre un œuf par jour au mieux de leur forme. C'est un système qui est bien parce que l'œuf, il peut tomber de 50 cm, il ne va pas se casser. C'est vraiment mou. Après l'œuf, il roule là et il vient là-dessous. Je vais vous démonter ça. Et nous avons une bombe à œufs qui nous ramène les œufs de notre local de ramassage. Un œuf qui sera vendu 2 fois plus cher qu'un œuf de batterie étranger. Le bien-être de la poule a donc un coût pour le consommateur. C'est interdit, là on va quitter donc la partie détention au sol pour aller faire un petit tour dans la véranda, n'est-ce pas? Exactement, une véranda ouverte, exactement, qui est le jardin d'hiver, un air de climat extérieur. En Suisse, 86% des poules d'élevage au sol disposent d'un tel espace, ce qui est rare à l'étranger. Mais ce jour-là, les belles brunes n'étaient pas vraiment pressées. Je pense qu'on a passé de 19 degrés à l'intérieur à voire 2 degrés à l'extérieur. Donc vous imaginez sortir sans pull, sans veste, et puis voilà. Mais elles vont sortir, donc c'est assez curieux. T'es gonflé, toi. On a demandé la permission, bien. Au niveau du comportement de la poule, qu'est-ce qu'elles peuvent faire ici qu'elles ne peuvent pas faire à l'intérieur? Rien du tout. Il n'y a pas de différence? Non, parce qu'à l'intérieur, il y a aussi une zone à gratter.
Donc elles sortent vraiment pour se débattre, pour le plaisir d'être à l'extérieur. Juste aller dans la véranda parce que là. Alors ma belle, est-ce que t'es une poule heureuse? Alors le bonheur serait-il dans le pré? Nous sommes allés le chercher à Villarlot, dans le canton de Fribourg. Le bio, pour la poule, c'est encore moins de promiscuité. Pas plus de 2000 travailleuses sous le même toit, séparées en 4 groupes de 500, sorties au pâturage quand le temps le permet, et un jardin d'hiver plus sophistiqué que celui des poules conventionnelles. En bio, la particularité, c'est que nous avons mis à disposition des poules, des bains de sable. Donc là, les poules peuvent se rouler dans le sable, faire leur plumage. C'est très important d'une part. D'autre part, elles vont picorer des cailloux qui ont un certain calibre, qui vont leur permettre, dans le gésier, de broyer d'une part la fibre qu'elles vont manger dans la litière, ou surtout l'été, une fois qu'elles sont au pâturage, de broyer l'herbe qui est dans le gésier. Donc ces cailloux-là sont très importants pour aider la digestion des fibres. Autre particularité, dans le jardin d'hiver, il y a ici au plafond, donc ce sont des distributeurs de grains de blé. Et une fois par jour, automatiquement, ces distributeurs vont s'ouvrir. Il va y avoir une pluie de grains de blé à l'intérieur du jardin d'hiver, donc dans la litière, pour que les poules aient, parmi cette litière, encore à chercher et à fouiner, je dirais, pour trouver jusqu'au dernier grain de blé qui est tombé. Et pour que la ponte soit encore plus heureuse, au poulailler bio, il n'est pas rare de trouver un mâle pour contribuer à l'épanouissement de ces dames. Et du coq ou de la poule, on ne sait pas lequel des deux est le plus heureux. Si le bonheur est dans le poulailler, il ne dure pas longtemps. La vie d'une poule pondeuse est de 10 à 12 mois, ensuite de quoi elle passera à la casserole. Quant au destin de l'œuf lui-même, il est assez étonnant. Quand l'industrie a besoin de lui et en grande quantité, les ovoproduits font gagner du temps et de l'argent. Lorsque l'industrie fait sortir l'œuf de sa coquille, cela peut donner des choses étranges. Une sorte, par exemple, de saucisse d'œuf dur que vous retrouverez tranchée et parfaitement calibrée dans un sandwich ou une salade. Ce type de préparation se généralise. En Suisse, aux portes de Zurich, à Kloten, se niche le leader suisse de ce qu'on appelle les ovoproduits. Lüchinger Schmid, c'est le plus important casseur d'œufs du pays. Il le met dans tous ses états, même en briques, un client incontournable. Oui, en Suisse, c'est presque la moitié des œufs qui sont donc consommés en produits d'œufs. Puis bon, c'est aussi un gros débouché pour les œufs. Seulement dans les produits d'œufs, il y a, pour le moment en tout cas, il y a encore beaucoup plus des œufs importés que des œufs suisses. Et puis ça, c'est une question de prix, quoi. Marketing oblige ou sensibilité, Lüchinger Schmid s'est engagé en signant une charte à ne pas utiliser d'œufs étrangers issus de batteries. Une initiative de la protection suisse des animaux. À ce jour, la PSA comptait sur l'engagement moral des signataires pour faire des contrôles, quand bien même ces contrôles peuvent être effectués. Et si des doutes devaient naître à quelque part, eh bien la PSA procéderait à ces contrôles, m'a-t-on affirmé. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de contrôle à ce jour, c'est qu'une déclaration d'intention. C'est une déclaration d'intention. Toujours à proximité des ailes d'avion, à Oberglatt cette fois, pas de déclaration d'intention, mais une conviction que de l'œuf suisse. Ce matin-là, dans cette entreprise familiale, 60 000 œufs vont être cassés pour finir en bouteilles. Des bouteilles contenant des œufs entiers, d'autres avec seulement le jaune ou le blanc. Des litres d'œufs déjà cassés destinés à des cuisiniers et des pâtissiers. On fait des produits de très haute qualité, très haute transparence et on sait très bien qu'on ne peut pas mélanger avec les autres œufs, seulement, uniquement, exclusivement les œufs suisses. Et pour ça, on travaille aussi sans les agents conservateurs. Est-ce qu'il y a autre chose dans vos produits que de l'œuf? Non, rien du tout. On fait seulement la pasteurisation et on a 14 jours pour vendre et pour produire. Est-ce que vous cassez encore vos œufs, vous, quand vous faites votre omelette? Ou vous utilisez l'œuf en brique?
Non, 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 on les casse encore. J'aime beaucoup les choses naturelles et pour ça on casse les œufs. On consomme samedi et dimanche les œufs 3 minutes pour contrôler la qualité. C'est beaucoup plus sympathique. Casser les œufs en maison, c'est une bonne chose, mais pour l'industrie, c'est une bonne chose si on fait avec la machine. Certains de vos concurrents, eux, fabriquent des petites briques pour le consommateur. Vous avez envie de faire ça? Non, ça c'est une chose que je ferai jamais parce que c'est pas sympathique. Le consommateur, il veut une chose naturelle et pas les œufs dans une boîte. Pas de boîte non plus chez cet artisan boulanger. Ici, seule la coquille a le droit de se casser. Pour sa spécialité, le célèbre taillé de Goumoin, les ingrédients sont plus que suisses, ils sont vaudois. Monsieur, pourquoi vous avez fait le choix d'utiliser exclusivement des œufs suisses? C'est un peu une conviction de proximité de produit. En ayant déjà fait le choix avec la farine, c'est une suite logique pour moi de travailler avec des œufs suisses, avec du beurre de la région et un maximum de produits de notre pays. Voilà. Les œufs suisses coûtent un petit peu plus cher? Oui. C'est presque le double d'un prix étranger, mais à mon avis, il y a quand même une qualité qui est supérieure. L'œuf est déjà plus régulier et les couleurs sont plus naturelles. Et il y a le souci de la petite bête qui est mieux protégée chez nous qu'ailleurs. Voilà. Voilà. Mais le client, il est sensible à cette démarche. En d'autres termes, est-ce que c'est un argument de vente? C'est un argument de vente, mais il faut l'expliquer souvent. Et il y a quand même une fibre. La clientèle, je trouve, a une fibre, on ose dire patriotique, qu'ils sont sensibles quand même à ces produits qui viennent de la région. Ils peuvent s'identifier. Pour la plupart, on est quand même dans le monde agricole, dans la région, et c'est leur produit à eux, et ils en sont fiers, en somme. Alors, patriote ou pas, si vous voulez savoir à quel œuf vous avez affaire, il suffit d'avoir de bons yeux. Le premier chiffre indique le mode de détention des poules. 0 pour bio, 1 pour plein air, 2 pour ponte au sol et 3 pour l'élevage en cage. Ensuite, vous trouvez l'indication du pays, puis le code du producteur et évidemment la date de ponte. 0 pour bio, 1 pour plein air, 2 pour ponte au sol et 3 pour l'élevage en cage. Un 3 que vous ne choisirez plus, j'imagine. Restez avec nous. Dans quelques minutes, vous aurez droit à la recette de l'œuf parfait. Bonsoir Patrick Eder. Bonsoir. Vous êtes le chimiste cantonal genevois. Quelques conseils pratiques pour nous qui en consommons tellement des œufs. D'abord, est-ce que c'est fondamentalement un produit fragile ou ça ne l'est pas? Alors l'œuf, il a un peu deux facettes. Si la coquille n'est pas abîmée, que l'œuf est bien intègre, c'est un produit qui se conserve très très bien. Par contre, à partir du moment où on peut avoir un défaut, on a un produit fragile et on a tout ce qu'il faut pour qu'une prolifération bactérienne ait lieu. Parce que là, la coquille peut devenir poreuse, par exemple. Hein. Ça, c'est une des choses. Voilà, par exemple, et notamment si vous lavez les œufs et que vous les frottez, ce qui est une très mauvaise idée, vous allez enlever la petite pellicule qui se forme naturellement à la surface des œufs et qui empêche justement cette porosité. Donc ça, c'est quelque chose à éviter, par exemple. D'accord. Alors vous, chimistes cantonaux, vous faites des contrôles réguliers, j'imagine, sur les œufs? Oui, alors l'œuf, c'est un produit qu'on analyse régulièrement, soit pour des recherches, par exemple, de PCB ou de dioxine, parce qu'on a eu des scandales ces dernières années. Et notamment... on en trouve encore? Alors on en retrouve encore, mais en faible quantité, parce que c'est aujourd'hui un contaminant, c'est des contaminants naturels, on va dire, enfin pas naturels, mais de l'environnement, qu'on retrouve un peu partout, et on retrouve de faibles traces, mais toujours dans les normes. D'accord. Alors, si l'on est dans sa cuisine, quelques conseils pratiques. D'abord, est-ce qu'il faut garder les œufs au froid ou pas? Alors, pas forcément. Ce qui est important, c'est d'avoir toujours, si on veut, une température constante. Pas de choc thermique. Pas de choc thermique et surtout pas, si possible, du froid vers le chaud. Parce que vous allez à ce moment-là avoir de la condensation, en fait, sur l'œuf. Vous allez avoir de l'eau. Et comme les bactéries vont être plutôt présentes sur la coquille, à partir de là, il y a possibilité d'avoir, avec cette eau, une
une pénétration en fait, des bactéries à l'intérieur de la coquille. C'est pour ça que dans les grandes surfaces, la plupart du temps, on ne vous met pas les œufs réfrigérés pour éviter ce choc thermique et une contamination de l'intérieur de l'œuf. Voilà l'explication que beaucoup de personnes nous ont demandé. Maintenant, l'œuf est un produit très fragile à partir du moment où on en casse la coquille. À quoi faut-il faire attention là? Alors déjà, il faut faire attention à que l'œuf soit le moins possible en contact avec la coquille au moment où vous le cassez. Parce que comme les bactéries vont plutôt être justement à la surface de la coquille, il faut si possible pas mettre le contenu trop en contact. Et puis c'est un produit qui va être fragile. Par exemple, le tartare qu'on présente avec l'œuf dans sa coquille posé sur la viande crue, c'est une très mauvaise idée parce que vous allez avoir. Joli, mais c'est pas bien. C'est une mauvaise idée parce que vous allez avoir un contact direct de cette coquille qui peut être souillée avec quelque chose que vous allez consommer cru par la suite. Et attention, j'imagine, lorsque l'on fait des préparations à base d'œufs crus, aussi à la fraîcheur des œufs. Alors tout à fait, les œufs doivent être frais parce que là, vous n'avez pas de cuisson et donc si vous avez des bactéries, vous n'aurez pas leur élimination par la cuisson. Un mot dernier, combien de temps maximum peut-on garder des œufs? Alors c'est difficile à dire comme ça va dépendre effectivement de l'œuf s'il est bien protégé, qu'il n'est pas abîmé. Oui. Mais un œuf, ça se conserve facilement 2-3 semaines sans problème, même à température ambiante. Très bien, merci pour ces conseils. Très bonne soirée à vous et à bientôt sûrement. Des œufs brouillés, mollets, pochés à la coque, en sauce, œufs cocottes, eh bien on peut en faire des choses avec les œufs. La recette que vous ne connaissez sûrement pas encore, c'est celle découverte par le physicien Marc Ayrault, responsable de la formation continue en gastronomie moléculaire de l'Université de Neuchâtel. Pas compliqué cette recette, mais il faut de la patience. Rendez-vous dans la cuisine de Gabriel Serrero à Lausanne pour réaliser un œuf parfait. Et tout commence par une histoire d'eau, beaucoup d'eau. Il faut partir avec 4 litres d'eau. Mettre pas plus que 6 œufs. On fait bouillir l'eau, on laisse redescendre la température à environ 75 degrés. Pourquoi ça bouge pas? S'il faut appuyer sur le bouton. Voilà, je savais bien que ça allait être très très compliqué comme recette. Ce qu'on veut, c'est cuire notre œuf entre 60 et 65 degrés. Durant 1h30 non-stop. Durant 1h30. On veut que la température soit plus ou moins stable. Donc on va utiliser un petit peu comme une basse température, on met nos œufs, puis on laisse la température de l'eau redescendre, et puis ça va cuire un peu comme une basse température nos œufs. Très bien. Donc ça veut dire quand même que pendant 1h30, on doit rester au-dessus de sa casserole avec son thermomètre et surveiller? Non, il n'y a pas besoin de rester au-dessus de la casserole. Par contre, il faut venir les contrôler, je dirais, une fois toutes les quarts d'heure, 20 minutes, juste pour s'assurer que l'eau est toujours entre 60 et 65 degrés. Deux heures après, les mêmes. Voilà. Les œufs, les mêmes. Alors, le grand avantage de cet œuf, c'est qu'il s'ouvre comme un œuf cru. Il ne faut pas essayer de les caler comme si c'était un œuf dur. Donc, on le tape et puis on l'ouvre et il sort en un morceau. Et c'est donc là où on comprend l'intérêt de la cuisson à 65 degrés. Alors, ça fait un œuf dit parfait. La température de coagulation pour le blanc, c'est 57 degrés, puis c'est 64 pour le jaune. Ça fait un blanc souple, mais pas caoutchouteux. Et puis le jaune? Alors le jaune, ça fait un jaune crémeux, presque à tartiner, brillant, mais pas coulant. On appelle ça un œuf dur mou. Donc il est parfait par sa cuisson? C'est pour ça qu'on l'appelle l'œuf parfait? Il est scientifiquement parfait. Affectivement, il ne l'est pas du tout si on était habitué à manger un œuf dur avec de la mayonnaise et de l'aromate. Il est tellement parfait qu'on le mange comme ça ou on rajoute des petites choses? Alors comme ça, il se suffit à lui-même, mais le mettre en scène... C'est un peu moins tristoun. Voilà, on peut le rendre encore plus sexy que ce qu'il est. Alors c'est parti pour la confection d'une robe printanière avec pétales de choux de Bruxelles, graines germées, pignons et carottes. Là, ça nous fait un repas complet. Avec les germes, c'est déjà bien protéiné. Plus l'œuf. Plus l'œuf. Disons que ça fait une entrée copieuse ou un beau repas de midi. Copieux et pas onéreux, 2,50 francs par assiette, qui dit mieux? Cette recette de l'œuf parfait et de son accompagnement, vous la retrouverez sur notre site internet, comme toutes les informations de ce soir. Et Johanna Commange m'a glissé que cette recette de l'œuf parfait prend 12 heures avec un œuf d'autruche.
C'est l'histoire d'une téléspectatrice que nous allons vous raconter maintenant, une histoire certainement pas unique. Christiane Mafioli s'est retrouvée confrontée à ce fameux piège du oui téléphonique. Malik Melli l'a rencontrée tout récemment chez elle. Christiane Mafioli-Kreis vit à Boudry. En novembre dernier, cette dynamique retraitée, férue de jardinage, reçoit un coup de téléphone. À l'autre bout du fil, une collaboratrice de TokTok, une société de téléphonie basée à Zug. TokTok propose à Madame Mafioli de s'inscrire chez eux. On lui promet plein d'avantages, des tarifs imbattables, des SMS gratuits et même un téléphone gratuit. Madame Mafioli écoute, mais tout n'est pas très clair. Pour moi, c'était très confus de savoir si j'étais en communication avec Swisscom ou si j'étais en communication avec quelqu'un d'autre. J'ai pas du tout reconnu, en fait, TokTok, ça me disait rien. J'ai pensé que Swisscom me faisait une proposition quelconque, en fait. Je me souviens avoir demandé plusieurs fois, mais enfin, vous êtes Swisscom ou vous n'êtes pas Swisscom? Et en fait, on m'a répondu à la fin, non, écoutez, nous sommes un autre réseau, mais vous gardez votre numéro de Swisscom. Nous travaillons avec le réseau Swisscom, donc voilà. Après plusieurs minutes de conversation, Madame Mafioli est quand même sûre d'une chose, elle ne souhaite pas devenir cliente de TokTok. J'ai tout de suite répondu que je n'étais pas du tout intéressée, que nous étions affiliés à Swisscom depuis longtemps et puis qu'en fait, cette offre ne m'intéressait absolument pas. Vous l'avez dit clairement alors? Oui, je l'ai dit absolument clairement. Pourtant, quelques jours plus tard, Christiane Mafioli reçoit des remerciements pour son inscription chez TokTok, suivie en janvier par la première facture, 33 francs 20. J'étais très fâchée, donc j'ai téléphoné. Et donc, fin de non-recevoir, non mais écoutez, voilà. Ensuite, j'ai écrit une lettre recommandée, 2 jours après, je crois. En disant que vous n'aviez rien accepté. Que je n'avais rien accepté, que je voulais qu'ils ne poursuivent absolument aucune démarche à mon encontre. Donc, c'était très clair. Christiane Mafioli aurait-elle accepté à l'insu de son plein gré? Sa mésaventure n'est pas isolée. À la FRC, TokTok est une vieille connaissance. On a chaque semaine des appels par rapport à TokTok. Ce ne sont pas les seuls dans le registre des démarchages agressifs où les gens font état de confusion avec Swisscom. Ça fait longtemps que ça dure? Alors, en tout cas, 5 bonnes années, peut-être avant, mais je n'étais pas là pour voir. Mais c'est vrai que ça fait plusieurs années. Lorsque Madame Mafioli réclame par écrit l'annulation de son contrat, TokTok accepte, mais précise que comme c'est une résiliation anticipée, il lui en coûtera 150 francs. Là, j'ai vraiment piqué la mouche. Et qu'est-ce que vous avez fait alors? Alors, j'ai téléphoné une fois de plus à TokTok en leur disant que j'allais porter plainte, que je n'avais rien signé, que je n'avais pas donné mon accord. Et puis, j'ai reçu une réponse, en fait, qui était une personne qui fonctionnait en boucle en me disant « Non, mais écoutez, madame, vous avez un contrat. Non, je ne suis pas d'accord. Oui, madame, vous avez un contrat. » Enfin bref, c'était impossible d'avoir un dialogue quel qu'il soit. Pour être valable, un contrat oral accepté par téléphone doit obligatoirement être enregistré. Madame Mafioli exige et obtient que TokTok lui envoie une copie de l'enregistrement. Une copie que nous avons écoutée ensemble. Le délai de résiliation est d'1 mois. S'il n'est pas résilié, le contrat se renouvelle automatiquement pour 12 mois de plus. Madame Mafioli, en écoutant ça, j'ai l'impression qu'on vous a donné vraiment toutes les informations nécessaires. Non, alors toutes les conditions contractuelles avec TokTok, je n'en ai pas entendu le traître mot. Donc ceci, vous ne l'avez pas entendu? Absolument pas. Vous en êtes sûr? Ah, mais alors j'en mets ma main à couper. Ou ma tête même. Ah ouais? D'accord. TokTok est un opérateur téléphonique. Du côté de Valérie Muster, la juriste de la FRC, l'enregistrement laisse plutôt perplexe. On n'a pas du tout le début de la conversation. C'est-à-dire le bonjour, la confusion avec Swisscom, parce que ça, elle existe réellement. La discussion où certainement la personne a dit non, ça ne m'intéresse pas, ou bien ne m'envoyez qu'une offre, ou comme ça. Donc tout ce contexte-là, on ne l'a pas. Après le bip sonore, confirmez votre inscription à TokTok en disant oui. Nous vous remercions pour votre inscription. Là, Madame Mafioli, vous dites oui. Eh bien, c'est justement ça qui me met hors de moi. C'est que cette question, je ne l'ai jamais entendue. Ce oui, alors je ne sais pas où ils l'ont pêché, je ne sais même pas si c'est ma voix, mais la question qu'on m'a posée et le oui qui est répondu, je ne l'ai jamais formulée.
Nous avons enfin confié le fameux CD aux mains et surtout aux oreilles expertes de Pierre Bader. Il est ingénieur du son à la télévision. Bienvenue chez TokTok. Numéro d'agence ASBN ou analogique après le bip sonore. Numéro de téléphone du client. Alors Pierre, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet enregistrement? En tout cas, au vu des nombres de coupes qu'on peut entendre, c'est déjà pas l'enregistrement d'une conversation téléphonique. Donc là, la dame dit oui, mais ici... La dame dit oui, mais on voit bien qu'entre les deux, c'est super visible qu'il y a une rupture. Donc là, le clic là, on voit très bien la différence en fait de fond sonore, d'ambiance, entre là et là. Donc là, c'est monté, quoi. Donc là, oui, c'est clairement un montage. Qui est une coupe un peu différente d'avant. Autre constat, on entend nettement sur l'enregistrement plusieurs voix différentes. Alors, fait l'enchaînement. La tonalité, veuillez nous indiquer votre prénom et votre nom de famille. Votre nom de prénom? Voilà, donc là, on a deux femmes qui parlent l'une derrière l'autre, plus la cliente. Là, on entend la vraie conversation, en fait, sur ce petit passage-là. Finalement, le 10 février, après de nombreuses démarches, Madame Mafioli reçoit un mail de TokTok lui confirmant que son inscription est annulée et qu'elle ne doit rien payer. Mais la société a de la suite dans les idées. Le 23 février, Christiane et son mari reçoivent une nouvelle lettre de TokTok. « Vous nous manquez », leur écrit le souriant directeur, et il leur propose de se réabonner. Le directeur de TokTok nous a rejoints depuis Zug et on le remercie. Karl Steinke, bonsoir. 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 Alors, l'histoire de Mme Mafioli nous a vraiment interpellés, surtout l'histoire de la copie de l'enregistrement de la conversation qu'elle a soi-disant eue avec une de vos opératrices. Oui. Mme Mafioli soutient vraiment qu'elle n'a jamais dit son intérêt. Au contraire, elle a dit son désintérêt à une offre de TokTok. Et ce passage-là manque, c'est un des passages qui manque dans la copie de l'enregistrement. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Alors, on travaille avec les contrats oraux depuis 2001 et pour tous les contrats oraux, on fait les contrats pour pre-selection et nous ne sommes pas la seule société qui vend pre-selection. Avec pre-selection, le client garde le raccordement de Swisscom, il continue de payer les 25 francs, n'est-ce pas? Qui fait ça, Swissphone, plein d'autres opérateurs. OK. En tout cas, là, il y a les questions posées par un système automatisé, n'est-ce pas? Et là, on a il y a deux voies différentes. Bien sûr, on a le vendeur qui parle, mais après, on a une conférence avec un système automatisé. Et ce système n'est pas un système de TokTok, c'est un système d'une société de vérification. Et on paye la société de vérification pour chaque transaction si le client dit oui ou non. Alors, les questions sont posées par le système de vérification et la cliente doit répondre. Ça c'est pas si sûr parce que Mme Mafioli ne dit ne pas avoir entendu les conditions contractuelles qu'on entend dans l'enregistrement. Au fond, c'est comme si elles avaient été rajoutées. C'est quand même grave que les questions ne correspondent pas aux réponses. Alors, ça, ce que vous dites, c'est quelque chose, ce sont des accusations très graves, n'est-ce pas? Et je pense qu'ils sont des choses criminelles. Et nous sommes ici depuis 13... Oui, de changer les contrats, je pense que ça, c'est quelque chose vraiment criminel. Et on utilise la société de vérification et les réponses sont enregistrées par la société de vérification et c'est la société de vérification qui nous donne l'ensemble d'enregistrements TPV. Et ça, alors, si on a eu un malentendu avec elle, je ne le doute pas. Est-ce qu'elle ne souhaite pas être avec TokTok? Je ne le doute pas. Il y a un malentendu. Mais les questions sont posées. Mais sur le principe, quand même. Oui. Vous avez vu dans la séquence, vous l'avez visionné, nos ingénieurs du son ont montré, il y a des coupes, de grand nombre de coupes dans la copie de l'enregistrement, des différences de fond sonore, plusieurs voix sur cet enregistrement qui a été adressé à Mme Mafioli. On a le sentiment, quand on voit ça, qu'on peut faire dire n'importe quoi à votre client quand même. Alors, je pense qu'il faut que vous parlez avec les personnes qui travaillent sur la société de vérification, parce que ce n'est pas nous qui gèrent ce système, mais les questions posées sont toujours les mêmes. Et quand la société de vérification nous donne l'enregistrement d'un contrat oral, bien sûr, la seule chose qu'il enregistre,
qu'il y a les réponses, n'est-ce pas? Oui, mais vous admettez qu'il y a un problème, là. Non, il n'y a aucun problème. Les questions posées sont claires. Peut-être elle n'a pas bien écouté les questions et je suis bien prêt à montrer à tout le monde les systèmes qu'on a. Et je pense que ce sont les accusations très graves et on travaille avec les contrats oraux depuis 2001. Et la grande majorité des clients de TalkTalk sont satisfaits. Alors pourquoi est-ce que vous ne faites pas la chose suivante que demande pourtant l'Ofcom? L'Ofcom, dans sa directive Commission fédérale prescription technique et administrative, qui est en vigueur depuis 2010, demande que les opérateurs comme vous, ce serait vrai pour MobileZone et d'autres, envoient l'intégralité de l'enregistrement de la conversation commerciale. Il n'y a pas l'intégralité. Dans ce que Mme Maffioli a reçu, il n'y a pas le début. Il y a des coupes. Ce n'est pas l'intégralité de la conversation. On connaît les lois très bien. On a chaque enregistrement total. On a aussi l'enregistrement de vente qui peut durer jusqu'à 60 minutes. Et bien sûr, chaque fois où on était obligé, on envoie. Ce qui concerne Mme Maffioli-Grace, elle n'a jamais demandé la conversation totale. J'ai passé 3 heures dans le train aujourd'hui et j'ai pu étudier ce cas exactement et elle n'a jamais demandé... Parce que moi, si j'étais à sa place, je m'attendais à ce qu'on m'envoie la conversation totale. Mais vous savez quoi? Elle a reçu une seule facture de 33 francs. Normalement, les clients de TalkTalk téléphonent gratuitement avec les autres clients, mais elle a téléphoné avec tout le monde pendant un mois où elle était avec nous. On a annulé cette facture. On a annulé cette facture. On ne demande rien. Et même avant l'intervention de Abondeur, on a laissé tomber tous. Je ne voudrais pas avoir les clients qui ne sont pas avec TalkTalk avec les yeux ouverts, avec le cœur. On a des vrais avantages d'être avec TalkTalk. Et je voudrais que la plupart des clients sont avec nous depuis des années. On est ici depuis... Mais alors, vous avez donné raison, Mme Maffioli, finalement, en annulant la facture qu'elle contestait, puisqu'elle contestait avoir passé quelques contrats, que ce soit, donc vous lui avez donné raison, à la fin. Vous savez, on a une durée de rétractation de 7 jours, mais moi, je le vois vraiment flexible. Si quelqu'un arrive après 15 jours, 20 jours, 25 jours, et il me dit clairement qu'il ne souhaitait plus... pas être avec TalkTalk, il y a un malentendu. Je ne voudrais pas avoir les conflits avec les clients, n'est-ce pas? Et là, vous êtes d'accord d'annuler le contrat, si je comprends bien. Très bien. Alors, les gens seront très heureux de l'apprendre. Et sur la conversation, sur la copie téléphonique, si je comprends bien, vous renvoyez la responsabilité à la société avec laquelle vous travaillez. Merci pour ces explications, en tout cas. Et très bonne soirée à vous et bon retour. Au revoir, merci. Mardi prochain, nous mettrons le nez dans vos poubelles pour la bonne cause, car vous verrez qu'en évitant les produits suremballés, vous pouvez faire de sacrées économies. La taxe poubelle s'est imposée depuis longtemps dans certaines communes, elle est âprement discutée dans d'autres. Avantages, inconvénients, conséquences, nous avons enquêté sur cette taxe et ses particularités communales. Une grande partie des déchets provient de l'emballage ou du suremballage de différents produits que nous achetons. Serait-il possible de laisser certains emballages directement sur place au magasin pour éviter d'encombrer nos poubelles? Mardi prochain, vous verrez que nous avons mené l'expérience, genre de happening, de performance où les artistes sont des consommateurs. Alors à mardi prochain, d'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de soirée. Bye.